Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, imaginez une seconde qu'une guerre totale, un conflit tactique d'une précision inouïe, se joue en ce moment même, juste sous notre peau. À l'échelle microscopique, c'est ce qu'on appelle le siège cellulaire. D'un côté, on a une machinerie virale redoutable qui ne cherche qu'à pirater nos cellules. Et de l'autre, la pharmacologie moderne qui déploie des stratégies ultra complexes pour repousser cette invasion. C'est vraiment ça l'univers fascinant de la chimiothérapie antivirale. Un monde où chaque molécule est pensée comme une arme sur mesure pour contrer un ennemi littéralement insaisissable. Au programme d'aujourd'hui, on va décortiquer ce plan de défense étape par étape. On va d'abord voir pourquoi c'est si compliqué de cibler un virus, puis on parlera de l'indice de sécurité vitale. Ensuite, on passera à l'action avec nos 3 grandes phases de défense. Bloquer l'entrée, empêcher le déballage et enfin saboter la réplication de l'intérieur. Bon, la première question qu'on doit se poser, et elle est fondamentale, pourquoi est-ce un tel casse-tête de créer un médicament contre un virus, surtout si on compare ça à une bactérie? Eh bien, tout vient de la nature même du virus. C'est l'incarnation parfaite du cheval de Troie. Concrètement, un virus, c'est un parasite intracellulaire strict. Il n'a absolument aucune usine à lui pour se multiplier. Il est obligé de rentrer dans une cellule hôte et de pirater ses machines. Ajoutez à cela que les virus mutent tout le temps et que certains, comme le VIH ou l'herpès, peuvent carrément se mettre en veille et se cacher silencieusement pendant des années. Donc le vrai défi, c'est de réussir à frapper le virus sans détruire la cellule qui l'abrite. Et c'est là qu'il y a un truc crucial à comprendre sur notre contre-attaque. Nos médicaments actuels sont virostatiques et pas virucides. Pour faire simple, contrairement à de l'eau de Javel qui va littéralement détruire un virus sur une table, les traitements dans notre corps ne tuent pas le virus. Ils appuient juste sur le bouton pause. Ils arrêtent la chaîne de montage, ce qui donne enfin le temps à notre propre système immunitaire de reprendre le contrôle et de nettoyer l'infection. Mais sachant que le virus utilise nos propres cellules comme bouclier, concevoir ces médicaments devient un véritable exercice de funambule pour les chercheurs. Et pour mesurer cette marge de manœuvre, ils utilisent ce qu'on appelle l'index de sélectivité. C'est un calcul tout simple, mais vital. C'est le ratio entre la dose qui devient toxique pour notre cellule et la dose minimale qu'il faut pour bloquer le virus. Pour qu'une molécule soit validée et devienne un médicament, il faut que cet index soit le plus élevé possible. C'est un équilibre super délicat. D'un côté de la balance, on a la concentration cytotoxique, la ligne rouge absolue à ne pas franchir, sinon on empoisonne le patient. Et de l'autre, la concentration inhibitrice, la force de frappe qu'il nous faut pour neutraliser l'envahisseur. Tout l'art de cette science, c'est d'écarter ces deux valeurs au maximum. Allez, on passe à la tactique. Si on imagine que notre cellule est un château fort, la toute première chose à faire, logiquement, c'est d'empêcher l'ennemi de franchir le mur d'enceinte. Et quand on regarde comment le virus s'infiltre, c'est d'une précision redoutable. Prenez l'exemple du VIH. Le virus ne défonce pas du tout la porte, il a carrément la clé. Sa protéine GP120 vient s'ancrer sur le récepteur CD4 de notre cellule. Mais ça ne lui suffit pas. Il doit aussi trouver une deuxième serrure, un corécepteur. Et c'est seulement quand il a les deux qu'un mécanisme s'enclenche, fusionnant les membranes pour le laisser entrer. Et c'est là qu'on peut agir avec des molécules incroyables, comme le Maraviroc. C'est brillant. Cette molécule, c'est un inhibiteur de corécepteurs. Elle fonctionne comme un cadenas allostérique. En gros, elle vient se fixer directement sur la serrure CCR5 de la cellule. Du coup, elle change un peu la forme de la serrure et le virus ne peut plus s'y accrocher. Le VIH reste littéralement coincé sur le paillasson. Mais que faire si le virus a déjà mis la clé dans la première serrure? Il nous reste une ultime ligne de défense, les inhibiteurs de fusion. L'enfuvertide, qu'on appelle aussi le T20, c'est un petit peptide qui vient saboter la toute dernière seconde de l'opération. Il se glisse dans le mécanisme de la protéine virale GP41 et l'enraye complètement. La fusion des enveloppes est bloquée net et le virus reste scotché à l'extérieur, totalement inoffensif. C'est spectaculaire, non? Mais soyons honnêtes, cette ligne de défense n'est pas infaillible à 100%. Alors la question qui fâche arrive vite. Si le virus parvient quand même à percer nos murs et à rentrer dans le cytoplasme, on fait quoi? Et ça nous amène directement à la phase 2 de notre plan. On va l'empêcher de déballer ses affaires. Parce qu'une fois à l'intérieur, le virus est toujours dans une petite capsule. Il doit l'ouvrir pour libérer son matériel génétique. C'est ce qu'on appelle la décapsidation. Pour contrer la grippe A, par exemple, on a des molécules comme l'amantadine. Leur cible, une toute petite structure du virus appelée la pompe à protons M2. En bloquant cette pompe, on empêche l'intérieur du virus de s'acidifier. Or, sans cette acidité, la capsule refuse de s'ouvrir. Le virus est piégé dans sa propre boîte. Sauf que la nature riposte vite. Les souches de grippe comme H5N1 ou H1N1 ont muté et développé des résistances tellement fortes que ces armes sont devenues beaucoup moins utiles aujourd'hui. Ce qui nous amène à la phase 5.
Si le virus a réussi à entrer et à se déballer, on entre dans le sein des seins, le cœur de la cellule, là où le virus essaye de cloner son ADN à la chaîne. Pour lancer son clonage industriel, le virus utilise des outils très spéciaux, comme l'ADN polymérase ou la transcriptase inverse. La bonne nouvelle ? Ces enzymes n'existent pas naturellement dans nos cellules saines, elles appartiennent uniquement au virus. Et pour nous, c'est une aubaine stratégique majeure. On peut cibler spécifiquement une machinerie qui n'est présente que là où il y a une infection. C'est là qu'on utilise la ruse absolue, les analogues nucléosidiques. Imaginez un instant le virus en train de construire un mur en briques pour fabriquer son nouvel ADN. Eh bien, ces médicaments, ce sont des fausses briques. Leurs composants chimiques sont juste un tout petit peu modifiés. Le virus, n'y voyant que du feu, intègre cette fausse brique dans son mur. Et là, bam, encombrement. La brique a une forme qui empêche de poser la suivante. L'enzyme est bloquée, la chaîne se casse et la construction s'arrête instantanément. Pour vous donner une petite idée des forces en présence, on regroupe souvent ces fausses briques selon leur cible. Contre l'herpès et le cytomégalovirus, on a des grands classiques comme l'acycloguanosine. Contre le VIH, on attaque la transcriptase inverse avec les piliers de la trithérapie comme l'AZT ou le 3-TC. Et pour l'hépatite B, on a des molécules hyper précises comme l'antécavir. Les noms sont compliqués, c'est sûr, mais gardez en tête que l'objectif stratégique est toujours exactement le même, saboter l'usine de production. Vous l'aurez compris, ce siège cellulaire, c'est une bataille de tous les instants. Des cadenas sur nos récepteurs jusqu'aux fausses briques qui empoisonnent l'ADN viral, la science déploie vraiment des trésors d'ingéniosité. Mais les virus esquivent, ils mutent, ils s'adaptent sans cesse. Face à cette variabilité génétique presque impitoyable, la question qui reste en suspens est fascinante. Pourrons-nous toujours, nous les humains, garder une longueur d'avance dans cette immense course aux armements ? Ça laisse de quoi réfléchir pour les prochaines avancées en virologie. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.